Il y a un moment dans la vie de chaque homme où les mots qu'il utilise pour se protéger deviennent les chaînes mêmes qui l'entravent. Il se peut que vous ne remarquiez pas que cela se produit. Les phrases s'échappent naturellement, presque réflexivement, lorsque la pression monte ou que les attentes s'élèvent. Elles donnent l'impression d'être une armure, une sagesse acquise par l'expérience. Mais voici ce que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Ces 6 phrases sont en train de détruire lentement tout ce qu'ils ont mis tant d'efforts à construire. Le langage est une forge. Chaque phrase que vous prononcez trempe l'acier ou le corrode. Les anciens stoïciens comprenaient cette vérité profonde. Ils savaient que la parole est le miroir de l'esprit et que nos mots ne décrivent pas seulement qui nous sommes. Ils façonnent activement ce que nous devenons. Marc Aurèle écrivait dans ses journaux intimes que les pensées teignent l'âme, et jamais cela n'est plus dangereux que dans les formules courantes que nous utilisons pour affronter les défis quotidiens. Aujourd'hui, nous allons examiner 6 affirmations devenues si banales chez les hommes qu'elles en ont perdu leur pouvoir blessant. Pourtant, chacune d'elles représente un renoncement fondamental au pouvoir, un retrait discret des qualités mêmes qui définissent la force masculine. Il ne s'agit pas des échecs spectaculaires, éclats de colère ou effondrements dramatiques, mais des érosions subtiles, de ces habitudes verbales qui transforment peu à peu des hommes compétents en ombre de leur potentiel. Ce qui rend ces phrases si insidieuses, c'est leur déguisement. Elles se drapent de la force, de la sagesse pratique, de la maturité responsable quand elles roulent sur la langue, mais sous chacune d'elles se cache une abdication profonde. Un instant où la croissance cesse, où l'agentivité se rend, où la peur revêt le masque de la confiance. La première phrase qui ronge les hommes de l'intérieur est peut-être la plus sournoisement dangereuse. C'est comme ça que je suis. Ces 5 mots ont détruit plus de mariages, freiné plus de carrières et tué plus de rêves que n'importe quel échec spectaculaire. Ils marquent le moment où un homme décide que ses limites actuelles sont des réalités permanentes, plutôt que des obstacles temporaires. Prenez l'exemple de Karl, un retraité de la Navy, dont le mariage de 20 ans s'est effondré, non pas à cause d'infidélité ou de violence, mais à cause de ces 5 mots. Quand sa femme lui a demandé de suivre une thérapie de couple, il a répondu « C'est comme ça que je suis ». Quand elle a imploré plus d'intimité émotionnelle, il a répété la même phrase. Quand leurs enfants adultes lui ont supplié d'adoucir son style communication rigide, il l'a encore prononcé. « C'est comme ça que je suis » est devenu son bouclier contre toute opportunité de croissance, toute invitation à évoluer. Karl croyait faire preuve d'intégrité en restant cohérent. Il pensait que son refus de changer prouvait son authenticité. Ce qu'il a manqué de comprendre, c'est que cette phrase transforme l'identité, œuvre vivante et respirante, en pièce de musée. Peut-être impressionnante, mais fondamentalement morte. Le philosophe stoïcien Sénèque avait parfaitement saisi ce piège. Il écrivait « Tant que tu vivras, apprends à vivre ». Ce n'était pas une simple philosophie. C'était la reconnaissance que la vie elle-même est un apprentissage continu. Au moment où nous nous déclarons produits finis, nous entamons le lent processus de décomposition. La véritable force ne réside pas dans la rigidité de la constance, mais dans l'adaptation intelligente. Un homme qui refuse d'évoluer ne fait pas la preuve de caractère. Il révèle sa couardise. Il redoute tellement de découvrir ses propres failles qu'il les protège de l'armure d'une fausse authenticité. Il préfère avoir raison tout le temps plutôt que d'avoir tort parfois dans une démarche vulnérable. L'alternative stoïcienne à « c'est comme ça que je suis » est révolutionnaire dans sa simplicité. Je travaille là-dessus. 3 mots qui transforment la limite en projet, la faiblesse en atelier. Lorsque le mariage de Karl battait de l'aile, imaginez-le dire « Je travaille à être plus disponible émotionnellement ». Quand sa manière de communiquer paraissait dure, je travaille à exprimer mon attention plus clairement. Les problèmes ne se seraient pas évaporés du jour au lendemain, mais la trajectoire aurait changé du tout au tout. Votre identité devrait être une pierre à aiguiser, non un monument. Elle doit s'affûter à l'usage, non s'effriter avec l'âge. Le progrès surpasse l'orgueil à chaque instant, et l'homme capable de dire « je travaille là-dessus » a déjà gagné la moitié de la bataille. La deuxième phrase, qui détruit silencieusement les hommes, est enveloppée d'attentes culturelles et de traditions générationnelles. Les vrais hommes ne parlent pas de leurs sentiments. Cette assertion est tellement ancrée dans l'identité masculine
qui renoncer revient à trahir un ancien code. Pourtant, la recherche de l'American Psychological Association révèle une vérité dévastatrice. Les hommes qui répriment leurs émotions souffrent de dépression et d'anxiété plus fréquemment et meurent en moyenne 7 ans plus tôt que ceux qui développent une conscience émotionnelle. L'ironie cruelle est que cette phrase est souvent proférée avec la confiance d'une sagesse stoïcienne. Les hommes la citent comme si Marc Aurèle lui-même l'avait gravée dans la pierre. Mais voici ce qu'ils ignorent. La répression n'est pas du stoïcisme, c'est de l'évitement. Les grands stoïciens n'étaient pas insensibles, ils étaient émotionnellement intelligents. Marc Aurèle a rempli ses écrits personnels d'analyses détaillées de ses propres émotions. Frustration envers les personnes difficiles, angoisse face à ses responsabilités, douleur du deuil. Il ne fuyait pas ses émotions. Il les étudiait comme un scientifique étudierait des spécimens. Il leur donnait un nom, examinait leurs causes et choisissait sa réponse consciemment plutôt que de réagir machinalement. L'homme qui prononce « les vrais hommes ne parlent pas de leurs sentiments » commet une erreur fondamentale. Il confond clarté émotionnelle et faiblesse émotionnelle. Il croit qu'admettre la peur fait de lui un lâche, alors qu'en réalité, c'est le premier pas vers le courage. Il pense qu'exprimer la tristesse le rend fragile, alors que cela renforce la résilience. Que deviennent les émotions des hommes qui vivent selon ce code? Elles ne disparaissent pas, elles fermentent. Elles se transforment en colère, ce seul sentiment jugé encore assez viril pour être exprimé. Elles s'échappent sous forme de sarcasme, de critique ou de retrait. Elles empoisonnent lentement les relations, comme du monoxyde de carbone qui envahit une pièce close. Le résultat tragique, c'est que les hommes qui ont le plus besoin de soutien émotionnel, ceux confrontés au chômage, à des problèmes de santé, à des conflits relationnels ou simplement au stress oppressant de la vie moderne, se coupent de la seule aide pouvant les sauver. Ils se replient sur eux-mêmes, convaincus que souffrir en silence est noble, tandis que leurs épouses, leurs enfants et leurs amis les voient s'effacer derrière leurs murs intérieurs. L'approche stoïcienne des émotions est radicalement différente. Observer, nommer et répondre depuis le calme plutôt que depuis l'impulsion. Lorsque la colère monte, la question n'est pas « comment la cacher ?» mais « qu'essaie de me dire cette colère ?» Lorsque la peur apparaît, l'objectif n'est pas de la supprimer, mais de la comprendre. Qu'est-ce que je crains de perdre et cette crainte est-elle rationnelle? C'est pouvoir dire « je me sens dépassé par cette situation », sans en être esclave. C'est partager sa vulnérabilité tout en conservant son libre arbitre. C'est la différence entre être victime de ses émotions et en être l'observateur éclairé. La troisième phrase qui détruit les hommes est sans doute la plus réflexe. Ce n'est pas ma faute. Ces 4 mots marquent le moment précis où un homme abandonne son outil le plus puissant, son agence. Il signale le point où il cesse d'être l'auteur de son histoire pour n'être plus qu'un personnage du récit d'autrui. Écoutez comme cette expression surgit dès que la pression augmente. Le projet échoue. Ce n'est pas ma faute. Le client n'a cessé de changer les exigences. La relation vacille. Ce n'est pas ma faute. Elle est trop exigeante. Les finances s'effondrent. Ce n'est pas ma faute. L'économie est truquée. Chaque énoncé peut contenir des éléments de vérité, mais pris dans leur ensemble, ils peignent le portrait d'un homme ayant oublié son propre pouvoir. Le philosophe stoïcien Épictète, qui passa des années en esclavage avant de retrouver sa liberté, comprenait mieux que quiconque ce piège. Il enseignait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent, mais nos jugements à leur sujet. Lorsque nous nous réfugions dans le blâme, que ce soit contre l'économie, notre patron, notre enfance ou nos circonstances, nous abandonnons le seul champ de bataille où nous avons un contrôle total. Notre réponse. Cette phrase est particulièrement vicieuse, parce qu'elle paraît rationnelle. L'économie est difficile. Certains patrons sont déraisonnables. Les traumatismes d'enfance ont des conséquences durables. Mais dès l'instant où nous faisons de ces explications notre réponse principale, nous troquons l'empowerment contre le confort. Nous choisissons le soulagement passager d'avoir raison plutôt que la satisfaction durable d'être efficace. Marc Aurèle a dû faire face à l'effondrement des frontières de l'Empire romain, à la peste, à la trahison d'alliés de confiance et à la perte de plusieurs enfants. Il aurait pu cataloguer toutes les forces externes opposées à lui. Au lieu de cela, il se concentrait inlassablement sur la question qui sépare les garçons des hommes. Dans cette situation,
Comment puis-je répondre avec vertu? Il ne nous oblige pas à endosser la faute pour des choses hors de notre contrôle. Mais il exige que nous revendiquions la responsabilité de notre réponse. Le moment où nous prenons cette responsabilité, quelque chose de remarquable se produit. L'amertume commence à se muer en amélioration. Il ne s'agit pas d'autoflagellation ou de culpabilités injustifiées. Il s'agit de reconnaître que, si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler ce qui se passe à travers nous. L'homme qui se retranche dans le blâme se trouve de plus en plus impuissant au fil de la vie. L'homme qui se demande « Que puis-je contrôler ici ?» découvre que son influence dépasse largement ce qu'il imaginait. La quatrième phrase, qui détruit silencieusement les hommes, se part des atours d'un respect de soi sain. « Je mérite mieux ». En surface, cette affirmation paraît stimulante, voire nécessaire. Les hommes ne devraient-ils pas avoir des standards? Ne devraient-ils pas attendre un traitement équitable? Le problème n'est pas le concept de « mériter mieux », mais la façon dont cette phrase se manifeste le plus souvent au quotidien. Les hommes qui la prononcent fréquemment montrent un schéma révélateur. Ils font moins qu'ils ne l'imaginent et attendent plus qu'ils n'ont mérité. L'indignation prend l'apparence de l'estime de soi, mais elle recèle un cocktail dangereux de ressentiment et de sous-performance. Ils se sentent perpétuellement lésés, convaincus que la reconnaissance, le respect et les récompenses leur sont injustement refusés. Le monde professionnel offre d'innombrables exemples. Celui qui se contente du minimum requis, mais estime mériter la promotion. Le mari qui attend des remerciements pour ses simples contributions domestiques, alors que sa femme gère le travail invisible de la coordination familiale. Le père qui exige le respect de ses enfants sans avoir investi dans la compréhension de leur univers. Marc Aurèle comprenait le piège de l'attente, faire la distinction entre bien faire et exiger un bon traitement. Sa philosophie était d'une radicale simplicité. Fais ton devoir, ignore le classement. Sois un homme de bien, non parce que cela garantit un bon traitement, mais parce que l'excellence se suffit à elle-même. Cette différence est cruciale. Un respect de soi sain repose sur des normes internes. La certitude d'avoir donné le meilleur de soi, d'avoir agi avec intégrité et d'avoir contribué de façon significative. L'indignation, elle, s'appuie sur une validation externe. La croyance que tes efforts doivent être reconnus, récompensés et réciproqués de façon spécifique. L'homme qui se prévaut de « je mérite mieux » cherche souvent à négocier avec la réalité plutôt qu'à améliorer sa situation. Il se focalise sur ce qu'il devrait recevoir plutôt que sur ce qu'il peut apporter. Cela engendre une insatisfaction permanente, car la validation extérieure est fondamentalement incertaine. Le stoïcisme propose une autre voie. Transformer la faim en savoir-faire. Au lieu d'exiger un meilleur traitement, deviens quelqu'un qui l'attire naturellement par la création de valeur. Au lieu d'attendre la reconnaissance, deviens si compétent que la reconnaissance devient inévitable. Au lieu de te sentir légitimé par des récompenses, développe des compétences qui les rendent superflues. Cela ne signifie pas accepter un mauvais traitement ou renoncer à ses standards. Cela signifie concentrer ton énergie sur ce que tu peux contrôler. Ta performance, ton caractère, ta contribution, et non sur ce que tu ne peux pas contrôler, les réactions, la reconnaissance ou les récompenses des autres. L'homme qui remplace « je mérite mieux » par « je peux faire mieux » abandonne son rôle de consommateur pour devenir créateur. Il cesse d'attendre que le monde change et commence à se transformer lui-même. Cette métamorphose, invisible au début, finit par s'imposer à tous. La cinquième phrase qui ronge lentement les hommes se défend souvent sous le prétexte d'un bon respect des frontières personnelles. Ce n'est pas mon travail. Ces 4 mots sont le cri de ralliement des hommes qui ont décidé que leur sphère d'influence devait être strictement délimitée. Ils trahissent le moment où un homme choisit une vie à la carte plutôt que le leadership, où il privilégie la protection au détriment du sens. Prenons l'exemple de Ryan, un machiniste chevronné fier de sa compétence technique et de son sérieux. À l'usine, on le reconnaît pour la qualité de son travail et sa ponctualité. Sa fiche de poste est claire et il l'exécute parfaitement. Mais quand sa femme lui demande de l'aide pour l'orientation universitaire de leur adolescent, il répond « C'est ton domaine ». Quand l'association de quartier cherche des volontaires pour un projet communautaire, il décline « Je fais déjà ma part en payant mes impôts ».
Lorsque son père âgé nécessite de l'aide pour des démarches administratives, Ryan se sent débordé et rétorque « Je ne comprends rien à tout ça ». Il travaille dur, paie ses factures et remplit ses obligations définies. Ce qu'il ignore, c'est que sa compartimentalisation rigide mine peu à peu ses relations et son propre sens du but. Sa femme a l'impression de gérer la famille seule. Sa communauté le perçoit comme quelqu'un qui prend sans jamais donner. Son père vit la compétence de son fils comme sélective et conditionnelle. La phrase « ce n'est pas mon travail » révèle une incompréhension fondamentale du véritable fonctionnement de l'influence et du respect. Elle suppose que se cantonner au minimum suffit à préserver les relations et le statut que nous estimons précieux. Or, le leadership, que ce soit en famille, au travail ou dans la communauté, ne se limite pas à la fiche de poste. Il consiste à voir ce qui doit être fait et à se porter volontaire pour le faire. Le concept stoïcien des indifférents préférés nous enseigne que les circonstances externes ne déterminent pas notre valeur, mais que c'est notre réponse à ces circonstances qui compte. Lorsque nous identifions un problème, un besoin ou une opportunité, nous avons le choix. Demander « Est-ce ma responsabilité ?» ou « Puis-je aider ?» L'homme qui se demande « Puis-je aider ?» découvre que son influence et sa satisfaction croissent de manière exponentielle à mesure qu'il s'engage en dehors des rôles définis. Cela ne signifie pas devenir un paillasson ni accepter toutes les requêtes. Des frontières saines sont indispensables. Mais il y a une différence cruciale entre préserver son énergie pour des priorités importantes et fuir la moindre gêne. L'homme qui dit « ce n'est pas mon travail » signifie souvent « je ne veux pas être dérangé ». Et le confort est l'ennemi de la croissance. Le véritable leadership naît lorsque l'homme décide que son but est plus grand que sa fiche de poste. C'est le père qui s'informe sur les démarches universitaires parce que son enfant en a besoin. C'est le voisin qui organise le nettoyage du quartier parce que quelqu'un doit se lever. C'est le fils qui devient expert en paperasserie d'assurance pour soutenir son parent vieillissant. Le passage de « ce n'est pas mon travail » à « comment puis-je aider » transforme non seulement la situation, mais l'homme qui fait ce choix. Chaque fois qu'il sort de son rôle défini, il découvre de nouvelles capacités, tisse des liens plus profonds et bâtit une réputation de fiabilité bien au-delà de toute description de poste. La sixième et dernière phrase qui détruit les hommes est peut-être la plus trompeuse, parce qu'elle sonne souvent comme un mot de la sagesse. C'est comme ça. Ces 5 mots sont le haussement d'épaule philosophique de l'homme moderne. Un geste verbal qui suggère une acceptation mûre des réalités de la vie. Mais sous cette équanimité apparente se cache quelque chose de bien plus dangereux. L'impuissance apprise déguisée en sérénité stoïcienne. Cette phrase apparaît dans des moments prévisibles. Le mariage stagne. C'est comme ça. Nous sommes ensemble depuis trop longtemps pour changer. La carrière plafonne. C'est comme ça. C'est la vie en entreprise. La santé décline. C'est comme ça. On vieillit. Chaque emploi de cette formule paraît raisonnable, voire sage, mais pris ensemble, ils dressent le portrait d'un homme ayant cessé de croire en sa propre agence. Cette résignation est d'autant plus tragique qu'elle survient souvent chez des hommes qui furent autrefois dynamiques, ambitieux et optimistes. Quelque part en chemin, le poids cumulé des déceptions, des compromis et des revers les a convaincus que l'effort était vain. Ils ont confondu l'acceptation avec l'abandon, la sagesse avec la passivité. Cette confusion est compréhensible, car la véritable acceptation stoïcienne implique la reconnaissance de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur le fait d'accepter les événements externes, tout en conservant la responsabilité totale de nos réactions internes. Mais il existe une distinction cruciale entre accepter ce qui est réellement immuable et se résoudre à ce qui paraît simplement difficile à changer. L'homme qui répète « c'est comme ça » à propos de son mariage, a cessé de se demander si la communication, les activités partagées ou l'intimité émotionnelle pouvaient être améliorées par l'effort. Celui qui le dit de sa carrière a abandonné l'idée que de nouvelles compétences, d'autres approches ou des mouvements stratégiques pourraient ouvrir des opportunités. Celui qui l'emploie pour sa santé a perdu la conviction que l'alimentation, l'exercice ou une intervention médicale pourraient de faire une différence réelle. Marc Aurèle a fait face à des défis qui briseraient la plupart des hommes modernes. Effondrement de l'Empire, peste, trahison et perte personnelle. Pour autant,
Ces écrits révèlent un homme qui n'a jamais cessé d'examiner ses circonstances pour y répondre vertueusement. Son acceptation des événements externes était toujours accompagnée d'un engagement sans relâche envers sa réponse interne. L'approche stoïcienne des situations difficiles se compose de 3 étapes distinctes: examiner, accepter et agir. D'abord, analyser soigneusement les aspects de la situation sur lesquels on peut réellement agir. Ensuite, accepter pleinement ce qui ne peut être changé. Enfin, entreprendre des actions décisives sur ce qui reste sous notre contrôle. Ce processus diffère radicalement de la résignation passive que représente « c'est comme ça ». C'est la différence entre une retraite stratégique et une reddition. C'est la différence entre choisir ses batailles et abandonner la guerre. L'homme qui remplace « c'est comme ça » par « que puis-je contrôler ici » découvre que son influence s'étend bien au-delà de ce qu'il imaginait. Il repère des opportunités d'impact invisibles pour celui qui se résigne. Il devient une force de changement positif plutôt qu'un simple spectateur des circonstances. Cette transformation ne se fait pas en un jour et ne garantit pas le succès extérieur, mais elle assure quelque chose de plus précieux: la préservation de l'agence personnelle et la profonde satisfaction d'être pleinement engagé dans la vie plutôt que de la subir. La voie à suivre exige plus qu'éviter ces 6 phrases. Elle appelle un changement fondamental dans notre conception de la force, de la réussite et de l'identité. Les expressions faibles que nous avons examinées, « c'est comme ça que je suis », les vrais hommes ne parlent pas de leurs sentiments, « ce n'est pas ma faute »,« je mérite mieux »,« ce n'est pas mon travail » et « c'est comme ça », partagent un fil conducteur. Elles nous protègent de l'inconfort tout en limitant notre croissance. Les alternatives stoïciennes que nous avons explorées: je travaille là-dessus, la conscience émotionnelle, la prise de responsabilité, le focus sur la contribution, la question « comment puis-je aider ?» et « que puis-je contrôler ici ?» partagent un autre fil. Elles invitent l'inconfort temporaire au service d'une croissance durable. Marc Aurèle nous a rappelé que nos pensées teignent l'âme. Les mots que nous prononçons à maintes reprises ne décrivent pas seulement qui nous sommes, ils façonnent activement ce que nous devenons. À chaque fois que nous choisissons une phrase limitante, nous renforçons des voies neuronales qui rendent la limitation naturelle. À chaque fois que nous préférons une alternative forte, nous développons notre capacité à grandir et à exercer notre pouvoir. Cette transformation ne nécessite pas de gestes spectaculaires ni de déclarations publiques. Elle commence dans les moments discrets où la pression monte et où nos réactions automatiques surgissent. Elle se joue dans la fraction de seconde entre le stimulus et la réponse, quand nous avons l'occasion de choisir nos mots consciemment plutôt qu'automatiquement. Soyez attentifs au langage qui vous échappe quand vous n'êtes pas en représentation, quand vous êtes fatigué, stressé ou pris au dépourvu. Ces instants dévoilent votre véritable programmation. Ils montrent si vos réponses par défaut élargissent ou contractent vos possibilités. Les 6 phrases que nous avons passées en revue sont les symptômes d'un problème plus profond: la reddition progressive de l'agence personnelle au profit d'une limitation confortable. Elles marquent le moment où nous cessons d'être les auteurs de notre histoire pour n'être plus que des personnages des circonstances. Mais voici la vérité remarquable: chaque instant offre une nouvelle chance de choisir autrement. Chaque conversation est une occasion de pratiquer de nouvelles réponses. Chaque défi est l'opportunité de découvrir si nous allons grandir ou nous rétrécir face à l'adversité. L'homme qui surveille son langage et choisit consciemment des alternatives fortes verra ses circonstances externes évoluer aussi. Non pas parce que le monde a changé, mais parce qu'il a changé sa relation au monde. Il a cessé d'être celui à qui les choses arrivent pour devenir celui à qui les choses arrivent. C'est là le véritable pouvoir de la philosophie stoïcienne. Non pas la capacité d'endurer tout ce qui survient, mais la sagesse de reconnaître que notre réponse à ce qui survient est toujours entre nos mains. Les mots que nous prononçons ne sont que le commencement. Ils sont la manifestation verbale de nos croyances plus profondes sur l'agence, la croissance et le possible. Choisissez vos mots aussi soigneusement que vous choisiriez vos outils, car c'est exactement ce qu'ils sont. Ils peuvent construire ou détruire. Ils peuvent élargir vos possibilités ou les restreindre. Ils peuvent inspirer le respect ou provoquer le mépris. Ils peuvent créer la vie que vous désirez ou renforcer celle dont vous tentez d'échapper. Le choix, comme toujours, vous appartient.
mais choisissez en conscience. L'homme que vous deviendrez se bâtira, mot par mot, à partir du langage que vous employez quand personne d'autre n'écoute. Assurez-vous que ces mots soient dignes de l'homme que vous aspirez à devenir.